Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de WNBA. Aujourd'hui, on est avec Tom, on va faire un peu un point sur l'actualité de la grande ligue américaine de basket féminin. Comment ça va, Tom? Bah écoute, ça va bien. Une semaine sur deux, vous m'abandonnez. La semaine dernière, toi, t'étais pas là, j'étais en tête à tête avec Chris. Et cette semaine, c'est Chris qui nous abandonne. Bon, c'est pas grave. On en profite pour lui faire une petite bise. Bah écoute, ça va super, ça va super. On a eu une belle semaine. Moi, encore une fois, je me régale avec mon Liberty. On va d'ailleurs en reparler. Donc voilà, tout va bien. Et en plus, petit aparté, je me permets. Oui, d'accord. On est champion d'Europe. Super. Allez, Non, on peut ça marche. enchaîner. Voilà, c'était la dédicace obligatoire parce que sinon, on allait nous en parler tout l'épisode. Aujourd'hui, on part directement avec notre trame habituelle, mais surtout, n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux The Playoff et le site internet aussi. On a pas mal d'articles qui sortent. Donc voilà, et n'hésitez pas à faire un petit tour pour suivre l'actualité WNBA. Bon, voilà, le 5 de la semaine, donc je te laisse le commencer avec la première joueuse. On y va en back-to-back. La semaine dernière, on avait réfléchi à mettre Natasha Cloud et finalement, on avait mis Sabrina Ionescu. Peut-être qu'on aurait dû switcher. La semaine dernière, peut-être que Tasha aurait plus eu sa place parce que cette semaine, bien évidemment, Ouais, c'est voilà. ma Sabrina, moi, qui prend le lead, bien évidemment. Grosse semaine de Sabrina Ionescu. Des petites notes là qu'on s'était mis de côté. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 ou 4 matchs cette semaine du On a eu Liberty. 4 matchs joués, ouais. Voilà, 4 matchs, 4 victoires. Bon, alors, des confrontations, encore une fois, plus qu'accessibles, on va dire, pour le Liberty entre Golden State, Washington, Connecticut, on reviendra là-dessus. Bon, bref, un calendrier de début de saison qui est plutôt abordable pour les joueuses du Liberty. Ouais. Mais Sabrina commence vraiment à monter petit à petit aussi en rythme, notamment au niveau de l'adresse. Les Ouais. pourcentages extérieurs en début de saison qui étaient un peu compliqués. Mmh. Là, on est quand même sur les 2 derniers matchs sur des pourcentages qui leur ressemblent beaucoup plus, notamment à l'extérieur. Donc voilà, écoute, elle rentre dedans. C'est aussi lié au fait que Natasha Cloud rentre un petit peu dans le rang aussi, elle, au niveau du pourcentage. Elle surjoue, pas elle surjouait, mais on va dire Ouais. qu'offensivement, elle était vraiment sur de très bonnes bases du début de saison. Là, entre guillemets, entre la normalité reprend un petit peu le cours des choses, mais voilà, une grosse semaine de Sabrina. Une grosse semaine, ouais, et tu l'as dit, 4 victoires. C'est toujours intéressant pour notre 5 majeur de mettre des joueuses qui gagnent. Et c'est le cas aussi de Ryan Howard, qu'on a mis sur le poste 2, même s'il y a un peu une poste 3, 2-3. Donc Ryan Howard qui a 2 victoires cette semaine et qui a des moyennes de 24 points, 6 passes, 2,5 interceptions, 7 rebonds et demi, et qui nous a sorti un gros match à 33 points contre Seattle. Une belle victoire du Dream avec un match très complet d'elle avec 33 points, 50% au tir, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 1 contre. On sait que Ryan Howard, c'est toujours une joueuse qui, à l'image un peu justement de Gabby Williams de l'autre côté, qui est toujours active, qui noircit un peu la feuille même s'il n'y a pas l'adresse. Et quand il y a l'adresse, et forcément, ça donne une stat très complète. Et le Dream qui allait chercher une belle victoire contre Seattle dans un match qui était pas facile, et une victoire 94-87. Ouais, non, franchement, une belle semaine de Ryan Howard et notamment ce match-là. Ouais, ouais, carrément, une belle semaine. Ça nous fait un beau bac court là, Ouais, avec entre Sabrina et Ryan, qui va du coup être accompagnée d'une certaine Sabali, alors laquelle pas celle du Liberty malheureusement, mais voilà, c'est surtout Satou du côté de Phoenix qui fait on la connaît, on l'avait suivi, je pense que vous l'avez découverte si vous ne la connaissiez pas lors des JO 2024 avec l'Allemagne. ouais, Satou Sabali qui est vraiment une joueuse extraordinaire. En termes de pourcentage, même si c'est pas la folie, je trouve qu'elle réussit quand même son début de saison du côté de Phoenix. Là, cette semaine, il y a eu une défaite contre Minnesota et une victoire assez facile contre les Sparks. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre la feuille de match, j'ai l'impression de voir Satou Sabali avec 20 points minimum et quasiment ouais, 10 rebonds. On est sur ce niveau de régularité-là. Encore une fois, les pourcentages ont un petit peu pêché en début de saison, mais là, cette semaine, c'était quand même mieux. Elle a shooté quoi? Elle a shooté à 8 sur 20 sur la semaine, à 40%, donc ce qui est relativement correct, j'ai envie de dire. ouais, voilà.
Mais à côté de ça, il y a un peu de tout. Il y a du rebond, il y a de la passe, il y a de l'interception. Là, contre les Sparks, elle fait un match avec 4 interceptions. Donc voilà, elle provoque des lancers francs dans cette équipe de Phoenix où finalement c'est elle la première option offensive. Elle l'assume plutôt bien sur ce début de saison. Phoenix qui affiche un bilan de 5 victoires, 2 défaites qui, franchement, c'est correct. Je sais pas, je pense qu'on les attendait à peu près à ce niveau-là sur le début de saison. Pareil, le calendrier a été relativement généreux. On Ouais, verra. mais après, quand même, on sait qu'elles sont sans Kalia Cooper, C'est ça. qui est blessé depuis le début de saison pour 6 à 8 semaines, je crois. Ouais, Une grosse complètement. blessure. Et là, Alyssa Thomas qui était absente sur les 2 derniers matchs. Et donc, ça fait une défaite contre Minnesota, mais une victoire contre les Sparks. Satou Sabali qui prend le rôle d'option numéro 1 offensive, comme elle sait le faire. On sait que Exactement. sa capacité à marquer des points est assez impressionnante. Et ouais, notamment, ouais, un très bon match contre les Sparks. Exactement. On enchaîne? Allez, vas-y, je t'en prie. Bon, ça, il n'y a pas Chris pour le faire, La mais petite je m'en dédicace à charge. Chris. Nafissa Collier, évidemment, son 3e 5 d'affilée sur nos podcasts WNBA, qui est donc un petit peu moins excellente que d'habitude, mais toujours très, 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 très forte. 20 points. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 4,5 passes décisives. On a 7 rebonds et demi, 10 rebonds et demi même. Voilà, à peu près des standards pour elle. Une adresse à 41% et un petit peu moins à droite à 3 points sur les 2 derniers matchs. Elle est à 28%, alors qu'elle tournait à, je crois, 50 sur le début de saison. Donc ça, c'est pareil comme Natasha Cloud, ça revient un peu dans des pourcentages normaux, même si c'est toujours assez exceptionnel de voir Nafissa Collier jouer. C'est la patronne. C'est quand tu sais pas quoi faire, tu donnes le ballon à Nafissa Collier et tu fais 5 out et tu attends qu'elle fasse quelque chose. Et aussi, elle peut compter sur le retour de Kayla McBride. Et c'est là aussi où elle prend un peu moins de tirs qu'au début de saison, parce qu'elle a justement McBride en relais, en 2e option, qui lui permet de pas non plus se cramer totalement. Elle qui a quand même joué 36 minutes de moyenne sur les 2 derniers matchs, les 2 victoires contre Seattle et les Valkyries. Ouais, complètement. Alors Nafissa n'avait pas joué le match contre Phoenix, si je te dis pas de bêtises, dans la victoire de Ouais, je crois. Minnesota. Mais oui, le retour de Kayla McBride est énorme. Bah, c'est simple en fait, depuis qu'elle est revenue, elle tourne pratiquement à 15 points de moyenne, avec des pourcentages qui sont en hausse aussi. Donc comme tu l'as dit, ça permet à Nafissa Collier d'avoir un petit peu moins la balle entre les mains et de faire autre chose, parce qu'on ne cesse de le dire sur cette chaîne, mais en termes de panel de jeu, Nafissa Collier, on est sur quelque chose d'assez extraordinaire. Et malgré, entre guillemets, quelques chutes de pourcentage, de chutes d'adresse, mais c'est pas la folie, ça reste quand même un niveau de domination énorme. Oui, bien sûr. Voilà, Minnesota reste invaincu sur ce début de saison, 7 matchs, 7 victoires. Et entre guillemets, pour faire la transition sur la dernière joueuse de 5 majeurs, si on parlait d'un backcourt plutôt sympa, je pense que le front de court, là, Nafissa Collier avec AJ Wilson, il y a pire. Ouais, ça va. Il y a pire. Donc voilà, ouais, AJ Wilson qui prend ce poste de pivot. Ça va un petit peu mieux du côté de Vegas. Encore une fois, des matchs. Un match qu'elle devait prendre, après la grosse rousse qu'elles avaient pris contre Seattle, cette défaite de 20 points, il fallait absolument se relancer du côté de Vegas. Chose qui a été faite contre les Sparks. Encore une fois, c'est des matchs qui doivent être pris pour ce genre d'effectif. Une victoire de 15 points assez large, et surtout une belle victoire contre Seattle à l'extérieur la nuit passée, 75-70 dans l'ouverture de la Commissioner's Cup pour Vegas. Ça, on en reparlera plus tard. Mais ouais, Jay Wilson qui elle aussi, l'ancienne détentrice du MVP, qui ne le sera peut-être pas cette saison, mais est quand même sur de bonnes bases, j'ai envie de te dire. Là, sur le dernier match contre Seattle, c'est 19 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 4 blocs. Donc voilà, le panel d'AJ Wilson. Si vous n'avez toujours pas compris que quand AJ Wilson est dans la raquette, vous ne pouvez pas attaquer la raquette, eh bien continuez à aller vous faire bloquer. On en parlait avec Gis lors des Spaces la semaine dernière, et même globalement, on en parle assez souvent, mais l'idée d'AJ Wilson pour la mettre en difficulté, c'est vraiment de la sortir de cette raquette, d'essayer d'aller la jouer à l'extérieur, de provoquer des switches là où elle est un peu plus en difficulté, quand elle arrive à rester dans la raquette. Et
Ça a mis aussi en avant un petit peu les faiblesses de l'attaque de Seattle, ce match-là. Mais ouais, quand elle est dans la raquette, elle est beaucoup trop dominante. Donc voilà, ça nous fait un beau 5 de départ. Ouais, et surtout que cette semaine, elle a battu, enfin, elle a fait un match absolument titanesque, pardon, Ouais. et elle a battu un nombre de records assez fou. Déjà, c'est la première joueuse de l'histoire à totaliser 35 points, 10 rebonds, 3 interceptions et 3 contres sur un seul match. Donc là, c'était dans la victoire contre les Sparks, avec 35 points, 13 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions, 3 contres, le tout en 35 minutes à 12 sur 18 au tir. Voilà. Donc Autant te dire, on retrouve le MV, la force de la raquette des Aces. ouais, la JMVP, et autant te Exactement. dire qu'elle fait ça parce que Cameron Brink n'est toujours pas là. Je pense que Cameron Brink dans la raquette côté des Sparks, il y aurait peut-être pas eu la même chose, mais bon, écoute, c'est normal. Bravo à Vegas, on continue, on va tout droit. Exactement. On va enchaîner avec notre, petit point classement. Et bah, écoute, on a 2 équipes, invaincues. Je te laisse nous en parler. Sans surprise, on en parlait un petit peu là dans nos joueuses de la semaine, le Liberty et Minnesota qui continuent leur début de saison en trombe. Les finalistes de l'an passé qui sont sur le même bilan, 7 victoires, 0 défaites. On Mmh. perd pas de temps du côté du Liberty et de Minnesota, des calendriers relativement accessibles avec quelques matchs assez intéressants à suivre par-ci par-là, mais en tout cas, elles gagnent les matchs qu'elles doivent gagner. On sait que de toute façon, le cœur du sujet pour elles, c'est pas le début de saison, c'est surtout maintenir les joueuses en forme, essayer de prendre du rythme et se présenter pour les playoffs à 100%. Pour le moment, Mmh. les dynamiques sont très bonnes. À noter aussi le bilan de 5 victoires et 2 défaites pour les 2 poursuivantes que sont Phoenix et Atlanta. Des débuts de saison qui sont assez intéressants, notamment pour Atlanta, qu'on ne voyait pas forcément se pointer en haut du classement comme ça. Donc voilà, Vegas et Seattle qui enchaînent les bons et les moins bons résultats. Mais voilà, globalement, on a nos deux tenantes, entre guillemets, du bateau qui maintiennent le cap et qui ne cessent de gagner. Ouais, et je crois que c'est la première fois de l'histoire de la WNBA que 2 finalistes, affichent un aussi bon bilan lors de la saison suivante. Donc ça montre, vraiment la marge que ces 2 équipes ont sur le reste, du peloton. Clairement. Et reste du peloton, justement, on va aller en queue de peloton avec, Connecticut, bon dernier, mais qui a quand même décroché sa première victoire, cette, saison-là, il y a 3-4 jours, contre, le Fever de Caitlin, enfin, le Sans Fever Caitlin sans Clark. Caitlin Clark surtout, voilà. Qui donc, Rachid Méziane qui décroche sa première victoire, de sa carrière en WNBA. Ça fait toujours plaisir et puis c'est toujours bon à prendre. Une victoire est une victoire. Ensuite, on a Dallas qui est 12e, qui galère un petit peu, sur ce début de saison. On a Paige Bakers qui a eu un protocole commotion, qui Ouais, a manqué un match et qui va manquer le prochain, je crois. C'est ça, c'est ça. voilà. Et Chicago, par contre, qui, était bon dernier avant et qui est remonté, 9e au classement avec, 2 victoires consécutives. Comme quoi, tout peut arriver en WNBA. Clairement, 2 victoires contre Dallas. Pour le Sky, intéressant à noter, ouais, en effet, les performances, notamment de la raquette sont un peu plus intéressantes. Moi, si je devais faire juste un petit focus sur le bas du classement, Mmh. on en parlait aussi avec les copains la semaine dernière. Je commence à être un petit peu inquiet pour le Fever. 3 matchs sans Caitlin Clark, 3 défaites. Mmh. Notamment celle contre Connecticut, ça fait vraiment tâche. Je trouve ça un petit peu inquiétant dans le projet de se dire que cette équipe devrait normalement quand même être compétitive. C'est une équipe qui joue le haut de tableau. On était plutôt sur des prospections de top 4 en début de saison. Même sans Caitlin Clark, l'effectif est quand même assez bien fourni, assez bien équilibré. Il s'agirait de se réveiller, de ne pas perdre trop de temps, de ne pas perdre des matchs qui devraient compter normalement à la fin de saison, on le rappelle, hein, mais la WNBA, c'est beaucoup moins de matchs Effectivement, c'est que, vrai. voilà, qu'une saison NBA, et il ne s'agirait pas de tomber là quand j'ai le classement sous les yeux, tu vois, et je vois Washington devant le Fever. Moi, c'est des choses qui me font un petit peu trembler après cette match. Mais bon, encore une fois, c'est que le début de saison. Caitlin Clark devrait revenir d'ici une semaine à 10 jours. Mmh. Donc voilà, on espère que le Fever va se faire un petit peu mal. La prochain match d'ailleurs contre Washington, il ne s'agirait pas de le perdre celui-là.
Ouais, et puis le Fever qui a signé Harry McDonald là dans l'après-midi Ouais. pour combler, parce qu'on sait que Sydney Colson et Sophie Cunningham se sont blessés contre Connecticut. C'est pas des blessures graves, mais ça permet peut-être de pouvoir compenser ces blessures-là et à voir combien de temps les joueuses seront inaptes, et la blessure de Caitlin Clark aussi. Donc Harry McDonald qui était avec les Sparks l'an passé, une guard, voilà, qui va pouvoir apporter une rotation supplémentaire tout simplement à Stephanie White. Ouais, clairement. Voilà, on est bon sur le classement? Yes, on est tout bon. OK, et ben, on va revenir sur le match qu'il ne fallait pas manquer la semaine dernière. Alors, c'est pas pour la qualité de l'opposition, mais le New York Liberty a largement dominé le Connecticut Sun. Ce qui est assez fou dans ce match, c'est de se dire que le Liberty a quand même réussi à perdre un carton. Voilà. Bon, on va reprendre les choses dans l'ordre. Bon, comme vous le savez, Connecticut est dans une restructuration. On en parle toutes les semaines, avec une franchise qui est sur le point potentiellement d'être rachetée, voire de déménager, Ouais. au vu des rumeurs actuelles. Toutes les joueuses majeures sont parties. Rachid Méziane est au coaching et, entre guillemets, n'a pas grand-chose à se mettre sous la main sur ce début de saison. Et pour l'ouverture de la Commissioner's Cup, on vous en avait parlé avec Chris la semaine dernière, le Liberty a accueilli Connecticut. Bon voilà, on va Dur. résumer le match assez rapidement. On est sur le deuxième plus grand écart de l'histoire d'un match WNBA, 100 à 52. Il y a 48 points d'écart. Le Liberty a tout simplement roulé sur Connecticut. C'est simple, à la fin du premier quart-temps, il y avait déjà 31-13. Un vrai carnage, et elles n'ont fait qu'accélérer. Une petite pointe dans le troisième quart-temps, 30-8, voilà, histoire de clôturer et d'ouvrir le banc. Mais comme je disais, du coup, le Liberty a perdu le dernier quart-temps 16-10. Mais bon, voilà, c'était plus, entre guillemets, anecdotique qu'autre chose. Au niveau des stats, on compte quoi? 4 joueuses à plus de 10 points sur ce match du côté du Liberty, avec Sabrina, bien évidemment, en meilleure scoreuse, avec une très bonne adresse sur ce match. Elle a shooté à 6 sur 9 et à 4 sur 6 à 3 points globalement. Léonie Fibiche qui sort de sa boîte aussi avec 13 points. Brianna Stewart qui est aussi à 13 points, tout comme Jonquel Jones. Donc voilà, la raquette a fait du dégât. Et chose intéressante, on retrouve aussi des bonnes habitudes de jeu du Liberty sur ce match qu'on avait vu en début de Ah, saison. tu m'étonnes. Voilà, des déplacements sans ballon. Sabrina qui a pas mal de balles en main, donc ça j'aime bien aussi au niveau de la création du jeu. Tasha Cloud, on en parlait un petit peu, moins d'adresse, mais des efforts défensifs. Et finalement, elle n'a pas forcé sur ce match. Tu vois, elle a 3 sur 3 au shoot, 2 sur 2 à 3 points, donc c'est parfait. Son match, il est très, très propre, hein. Il est parfait, c'est la perfection incarnée ce match-là. Et en sortie de banc, notre Marine Johannes qui nous a fait aussi un bon petit match à 3 sur 4 au shoot en sortie de banc, 2 sur 3 à 3 points. Voilà, des shoots, histoire de continuer son petit match après le Valkyries où elle prend des shoots sur une jambe. Là, on a vu des passes. Je pense que, je Ouais. sais pas si vous êtes passé un petit peu sur les highlights, voilà, toute la vision de jeu et le panel de Marine Johannes sur ce match. Donc voilà, une extermination du Liberty qu'a subi le Connecticut Sun. Donc bon courage encore une fois à notre très cher Bobby pour cette saison qui ne fait que commencer. Et ouais, et New York a surtout réussi 19 tirs à 3 points, Énorme. qui donc égale le record qu'elles avaient établi il y a une semaine et demie contre Chicago. Et bon, elles ont eu de la place pour mettre le 20e. Malheureusement, c'est pas passé. Mais donc, ce qui fait quand même 2 fois 19 paniers à 3 points en tant qu'équipe sur 2 semaines, ce qui est quand même assez énorme. Et aussi, fait inédit, ça c'est un record intéressant à noter, 10 joueuses du Liberty ont réussi au moins un tir à 3 points. Donc ça, c'est complètement dingue. Magnifique. Elles ont ouvert le banc très vite. Tous les starters étaient out pour commencer le deuxième quart-temps. Et donc, ouais, toutes les joueuses sur la feuille ont joué. Et Magnifique. ça, temps de jeu très très bien réparti, qui comme ça en plus se permet de reposer les organismes. Exactement. On parlait donc de cette Commissioner's Cup. Donc ce match-là était le premier hier soir. Il y en a eu 3 autres un peu plus tard dans la nuit. Et donc, qu'est-ce que c'est la Commissioner's Cup? On l'avait présenté l'année dernière déjà dans le podcast. C'est un tournoi à l'intérieur de la saison régulière, un peu à l'image du NBA In-Season Tournament, où la NBA d'ailleurs s'était inspirée de la WNBA pour créer ce tournoi.
Et c'est donc la 5e édition de cette Commissioner's Cup qui comprend 36 matchs du 1er au 17 juin. Et chaque équipe jouera un match contre chacune des autres équipes de sa propre conférence. Donc, ça fait soit 3 matchs, ça fait 5 matchs pour la conférence Est et 6 matchs pour la conférence Ouest. Ensuite, à la fin de ces matchs-là, les 2 équipes avec le meilleur, l'équipe de chaque conférence avec le meilleur bilan se qualifie pour une finale où les équipes peuvent se disputer une cagnotte de 500 000 $, ce qui est quand même assez énorme. Et il y a aussi le partenariat Coinbase là, qui abreuve les équipes en crypto-monnaie, etc. pour les joueuses, pour tout simplement l'avenir et se faire un petit peu gagner son pain, quoi, tout simplement. Et tous ces matchs comptent bien sûr dans le décompte des victoires-défaites de la saison régulière classique WNBA. La finale aura lieu le mardi 1er juillet et se déroulera chez l'équipe ayant le meilleur pourcentage de victoires, évidemment, dans le cadre de la Commissioner's Cup. On se souvient que l'année dernière, c'était une très belle finale entre le Lynx et le Liberty. Qui avait gagné? Eh ben, pas le Liberty. Ouais, on vous avait laissé entre guillemets on vous avait laissé l'UEFA, l'Europa League pour prendre la Ligue des Voilà, Champions, c'est comme on dit ça. dans le métier. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'était le Storm qui avait remporté la première édition en 2021. Tout à Ensuite, fait. les Aces. Ensuite, le Liberty qui l'avait remporté avec Marine Johannes, justement, qui l'avait déjà remporté Mmh. en 2023. Et Minnesota qui l'avait remporté l'an passé. Tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, ouais, c'est un petit trophée qui est sympa à suivre. La NBA a un petit peu copié le modèle depuis 2 ans, mais c'est un petit trophée entre guillemets qui a intégré dans la saison, donc ça ne rajoute pas de match. C'est très bien et ça donne un Ouais, petit peu d'intensité aussi et un peu de prize money pour ces choses qui, encore une fois, on parlait d'équité au niveau des salaires, on n'y est pas encore en WNBA, donc c'est toujours bien de pouvoir prendre un petit cachet. Et puis, ça montre aussi, ça met un petit peu en valeur les équipes. Enfin, tu vois, les équipes du haut de tableau veulent ce trophée. Là, tu as parlé mhm. des équipes qui ont gagné. On parle de Vegas, on parle du Liberty, on parle de Minnesota. Des équipes qui sont soit vainqueurs, soit finalistes depuis 2-3 ans. Donc voilà, on s'attend à voir encore une fois ces grosses équipes dominantes et aller chercher ce trophée. Ouais, tout à fait. Et puis ça met aussi un peu de rivalité puisque ce sont des matchs intra-conférence. Donc les Complètement. équipes de la conférence Ouest jouent l'Ouest et pareil pour l'Est qui joue l'Est. Donc ça nous redonne des matchs, notamment par exemple Indiana-Chicago ou des choses comme ça, qui sont avec des rivalités intéressantes récemment. Et puis même les Minnesota-Phoenix, c'est aussi intéressant par exemple à suivre. Tout à fait. Justement, Phoenix, transition toute trouvée, qui va Magnifique. être notre équipe à suivre de la semaine. Ouais, 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 carrément. Bah, on en parlait un petit peu avec les jeux de la semaine et Satou Sabali en avant. Phoenix qui est du coup sur un bilan de 5-2, qui est troisième et quatrième ex aequo au classement avec Atlanta, qui va avoir du pain sur la planche cette semaine. Première grosse affiche, et c'est peut-être la grosse affiche de la semaine à suivre, à Minnesota Et voilà, justement. voilà, pour la Commissioner's Cup. Donc voilà, on va pouvoir suivre, on va pouvoir suivre ce gros match du côté de Phoenix à suivre à 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. On rappelle qu'il n'y a pas de match dans la nuit de lundi à mardi, en tout cas depuis 2 semaines, c'est le cas. Mhm. Phoenix qui enchaînera aussi avec un deuxième match de Commissioner's Cup dans la semaine qui devrait être plus accessible pour elles. Elles recevront les Valkyries de Golden State. Donc à voir. Mais oui, encore une fois, une grosse semaine pour ces joueuses de Phoenix qui, si elles s'en sortent bien, peuvent encore une fois finir cette semaine sur le podium, continuer à accumuler de l'expérience, continuer à accumuler aussi de la confiance en attendant le retour de blessures d'Alyssa Thomas. Donc voilà, on va suivre ça du côté de Phoenix, des matchs bien sympas à suivre. Ouais, c'est ça. Et puis, oui, Alyssa Thomas, tu l'as dit, qui est blessée au mollet gauche, mais qui sera sûrement de retour cette semaine, peut-être pas Minnesota, Plutôt mais Vegas. peut-être, voilà, contre les Valkyries, Ouais, les Valkyries. à domicile. Nate Tibbetts, en conférence de presse, avait laissé planer le doute pour le déplacement à Minnesota. Voilà. Bon, on sait que, justement, Satou Sabali gère pour l'instant l'équipe de main de maître. Et c'est Alexa Philippou d'ESPN qui l'a noté sur Twitter et je trouvais ça intéressant de le souligner.
le Mercury a identifié les bonnes joueuses de rôle. On sait qu'il y a le Big Three, évidemment, qui est qui concentre quasiment tout le cap du Mercury. Et donc, ils ont dû trouver des petites signatures intéressantes de chaque côté. Et notamment Monica Kouamakani, la franco-camerounaise, qui réalise un très bon début de saison. Elle est titulaire la plupart des matchs. Et elle est à presque 10 points de moyenne, à 45% au tir et à 47% à 3 points, avec 3 passes décisives également. C'est très intéressant. Et donc, vraiment, ces joueuses-là entourent très bien le Big Three. Pour l'instant, il n'y a pas de Big Three, mais pour l'instant, c'est Satou Sabali et Alyssa Thomas. Et donc, dans ce système de Nate Tibbetts, les joueuses ont trouvé leur rôle et le bon rôle pour maximiser les performances de l'équipe et permettre parce que là, un peu Phoenix, entre guillemets, gagne du temps en attendant le retour de Kahleah Copper. Et s'ils peuvent prendre de l'avance au classement, on sait que chaque match compte, hein, surtout pour Phoenix qui sera sûrement dans le milieu de tableau, 5-6. Voilà, et ça peut changer complètement les match-ups de playoff et être favorable ou défavorable selon une seule défaite même. Donc, très intéressant de suivre le Mercury cette semaine. Exactement, ne pas faire comme le Fever et perdre des matchs qu'on doit gagner. J'en profite parce que le podcast de la semaine prochaine sera lundi, donc il y aura un 3e match finalement de Phoenix à suivre dans la nuit de dimanche à lundi entre Phoenix et Seattle. Pareil, un 3e match de Commissioner's Cup. Phoenix recevra Seattle. Donc grosse semaine quand même comme pour Phoenix. Déplacement, on le rappelle, déplacement à Minnesota et réception de Golden State et de Seattle. Ouais, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme bilan pour le Mercury là-dessus? Moi, je vois bien un 2-1. Je pense pas qu'elle réussisse à prendre celui à Minnesota. Je pense que le match contre Golden State ne sera qu'une formalité. Et ce sera un gros duel contre Seattle. Mais je pense que Phoenix a les cartes en main pour essayer de mettre à mal cette défense incroyable de Seattle. Et Seattle galère quand même vraiment offensivement. Donc voilà, écoute, moi je pense qu'un bilan de 2-1 serait plus que favorable pour Phoenix cette semaine. Voilà. Et si on doit noter le match à heure européenne, entre guillemets, c'est samedi, les Las Vegas Aces qui se déplacent au Chase Center des Golden State Valkyries, samedi à 21h heure française. Donc, si vous avez du temps samedi soir, n'hésitez pas à vous connecter au WNBA League Pass. C'est vraiment là que tout se passe. C'est pas cher et honnêtement, pour le rendu, c'est un rapport qualité-prix très intéressant. Donc voilà, c'est là où tous les matchs sont diffusés, les replays, etc. Voilà. Tom, on se retrouve déjà mercredi en Space ? Ouais, tout à fait. Rendez-vous, je pense, à 19h ou 19h30. Je vous tiendrai au courant. Si tout va bien là-dessus, on reparlera un petit peu de tout ce qui s'est passé et des gros matchs de la semaine et de la Commissioner's Cup. Voilà, c'est ça, sur ton compte Twitter Coast to Coast, que vous pouvez retrouver les Space le mercredi, voilà, 19h, 20h. Les horaires seront précisés plus tard. Bon, écoute, c'est la fin de notre podcast du jour. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Écoute, un grand merci à toi pour la belle animation de ce podcast. On n'oublie pas d'embrasser notre Chris, Voilà. et qu'on devrait retrouver normalement dès la semaine prochaine. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à regarder de la WNBA. On ne cesse de le dire, mais c'est la ligue la plus compétitive et la plus cool à suivre de la planète. La planète NBA. Exactement. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec le retour de Chris. Et puis voilà, en attendant, regardez la WNBA, écrivez, tweetez, regardez des articles. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.